bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire sur les groupes d'analyse de pratique qui se lancent en Nouvelle-Aquitaine. Ce dispositif, on va le voir, est arrivé avec la dernière convention médicale. La médecine libérale est pas mal en ce moment sous le feu de l'actualité dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale, mais et pas toujours dans un contexte très favorable. Ça discute entre les deux chambres de l'Assemblée, mais les patients ont toujours besoin d'être soignés. Les médecins sont au rendez-vous pour s'en occuper, et nous continuons à œuvrer dans la mise en œuvre de la convention médicale qui est toujours effective et en place. Donc, nouveau dispositif qui a du sens, on va vous en parler ce soir, qui a du sens parce qu'il vient du terrain, il vient de l'initiative des médecins eux-mêmes qui ont mis en place ça dans différentes régions et à l'initiative des syndicats de médecins. Ça a été porté dans la convention médicale pour être étendu à l'ensemble des régions de France. Pour en parler avec nous, nous avons la chance ce soir d'avoir le docteur Élodie Cossé. Bonsoir Élodie, vous êtes médecin généraliste et coordinatrice des groupes qualité dans la région des Pays de la Loire. C'est ça, depuis 8 ans maintenant, on a développé ça dans notre région. Alors moi, je suis coordinatrice depuis 8 ans. C'est depuis une dizaine d'années en Pays de la Loire et depuis 20 ans, on va en revenir dans plusieurs régions de l'Ouest. Et on a la chance que vous nous accompagniez euh, vraiment avec toute l'appui et la méthodologie et le retour d'expérience que vous en avez. Merci infiniment. Docteur Arnaud Gonel, vous êtes médecin généraliste, élu du RPS médecin et plus spécifiquement coordonnateur du collège généraliste à l'URPS. Oui, bonsoir. Merci pour l'invitation, pour cette présentation de ce soir. Moi, je viens avec double casquette, donc la casquette élue pour voir un petit peu comment ça va s'organiser pour nous dans notre région et pour pouvoir accompagner ça, parce que effectivement, au niveau de l'URPS, on est en train d'accompagner cette création des groupes dans la nouvelle région et également en tant que médecin généraliste qui ne fait pas partie encore d'un de ces groupes pour essayer de voir un petit peu comment concrètement, alors là, dans le quotidien d'un cabinet médical, on peut faire pour créer ça, trouver des collègues et puis voilà, se rencontrer à intervalles réguliers. Merci Arnaud. Docteur Isabelle Martini-Duclou, vous êtes médecin conseil chef à l'assurance maladie de Nouvelle-Aquitaine. Bonsoir à tous. Moi aussi, je suis très contente de participer à cette première visio qui vont lancer ces groupes d'analyse de pratique qui, comme vous l'avez dit, sont inscrits à la convention signée en 2024. C'est l'article 71 de la convention médicale. Merci. Et donc, on va faire ce webinaire justement à plusieurs voix pour expliquer de quoi il ressort, comment ça va se lancer en Nouvelle-Aquitaine. Ça devrait démarrer par les médecins généralistes, mais on va le voir, les groupes d'analyse de pratique sont ouverts à toutes les spécialités. On va décrypter ce que c'est, leur philosophie, le cadre réglementaire, les différentes thématiques. Pour faire vivre ces groupes, ça tourne autour d'un chef d'orchestre clé, qui est le médecin animateur, quel est son rôle, quelle est son implication. Vous voulez lancer un gap, vous voulez en rejoindre un, comment ça fonctionne là aussi. Et bien évidemment, nous allons prendre toutes vos questions-réponses comme d'habitude et les traiter soit au fil de l'eau, soit consacrer la dernière partie, bien évidemment, pour répondre à l'intégralité de vos questions que vous pouvez poser en cliquant sur le bouton Q et R, questions-réponses, que vous avez sur votre application ou votre navigateur. On va démarrer. Je tenais quand même à remercier également Madame Laura Bauer-Dupuis, qui est chef de projet du RPS Médecin et qui a préparé tout le contenu de ce webinaire et qui s'occupe, entre autres, dans son portefeuille de ce sujet à l'URPS Médecin, ainsi que Margot Espine pour toute la dimension communication. On démarre avec vous, Élodie Cossé. On parle. Pourquoi est-ce qu'on parle des GAP maintenant? Qu'est-ce qui a déclenché leur arrivée? D'où ça vient?
Alors effectivement, les groupes qualité qui sont développés dans ces 5 régions actuellement que sont la Bretagne, les Hauts-de-France, la région Normandie, Centre-Val de Loire et puis les Pays de la Loire, depuis plus de 20 ans maintenant, avaient vraiment à cœur de pouvoir faire bénéficier tous les médecins de France de ce système qui avait vraiment porté ses fruits. Et donc, on a travaillé principalement dans un premier temps avec le Collège de la médecine générale à réécrire un nouveau cahier des charges qui a été présenté au moment de la convention. Donc, c'est vraiment depuis l'entrée dans la nouvelle convention médicale de ce dispositif qu'on a pu répondre à un appel à projet, le développer, le proposer aux différentes régions. Alors justement, Isabelle, vous représentez l'assurance maladie. Quel est justement, du point de vue de l'assurance maladie, quels sont les éléments structurants de ce dispositif? Quel est l'enjeu pour vous en termes de pertinence des soins? Alors, l'enjeu de ces groupes d'amélioration des pratiques, c'est vraiment d'améliorer l'efficience et la pertinence des soins. Et comme on le verra dans la suite du diaporama, les différentes thématiques qui pourront être traitées dans ces gaps pourront être axées sur les 15 axes prioritaires en matière de pertinence et d'efficience des soins qui ont été actés dans de cette convention signée en 2024. Donc c'est vraiment le gage d'amélioration des pratiques et d'amélioration de l'efficience des soins. Et c'est vraiment sur ce point-là que l'assurance maladie est engagée. Alors, on va descendre justement plus concrètement hein, dans cette notion justement analyse, renforcement de la qualité. Élodie, je me retourne à nouveau vers vous et de toute l'expérience qui est la vôtre pour qu'on parle tous la même langue. Comment ça fonctionne concrètement un gap? C'est quoi? Et peut-être ce que ça n'est pas non plus, justement. Un GAP, c'est entre 10 à 15 médecins qui se réunissent mensuellement. Ils viennent, c'est thématisé, donc on travaille tous au cours d'une soirée sur un même thème avec chaque médecin qui vient avec un- une question qu'il se pose sur le thème issu de sa pratique, issu d'un cas clinique qu'il apporte. C'est vraiment à partir de la pratique de chacun des médecins. Et ensuite, on cherche ensemble des solutions. Donc, un gap, il n'y a pas d'expert, il n'y a rien de descendant, et c'est surtout pas le rôle de l'animateur d'apporter les solutions. Les solutions, elles viennent du groupe. Donc, on est vraiment, voilà, pour insister sur des groupes structurés, réguliers, minimum d'une dizaine de médecins participants. Ça peut monter jusqu'à 15, hein, c'est ça le cadre réglementaire fixé, où ben, petit à petit la confiance, le dialogue s'établit et pour travailler sur des situations très très concrètes. Hein, parce que, je réinsiste sur ce que vous disiez, on est vraiment on part du terrain, on part de sa pratique du quotidien. Exactement. Docteur Gonel, justement, vous, en tant que médecin généraliste, vous l'avez dit, vous n'êtes pas encore aujourd'hui intégré dans cette dynamique-là. Qu'est-ce que vous trouveriez justement d'intéressant dans l'idée d'échanger sur des situations réelles comme ça entre confrères? Alors, aujourd'hui, on essaye tous de continuer de se former régulièrement. On a une formation médicale continue qui va peut-être être amenée à bouger incessamment sous peu. On se tient au courant avec ce qu'on trouve sur Internet et puis en échangeant avec nos confrères, soit généralistes, soit spécialistes. Et l'idée là, parce qu'on a fait quand même pas mal de visio depuis l'arrivée du Covid, j'ai quand même l'impression, quand on discute entre nous, qu'il y a vraiment une place aujourd'hui pour se retrouver entre médecins, alors autour d'une table. En petits groupes et pour pouvoir discuter. Quand on discute avec les plus jeunes, ça fait partie des choses qui sont mises en avant au cours de leur formation, hein. Il y a vraiment un travail sous forme un petit peu de groupe de pairs pour les internes.
Donc souvent, quand on croise des plus jeunes, des remplaçants, ils nous questionnent là-dessus ou ils nous poussent un petit peu vers ça. Et d'avoir un espace peut-être un peu plus simple que des choses parfois très compliquées, hein. Il y a très longtemps, il y avait, ça fait partie des choses qu'on pouvait rencontrer de temps en temps. Il y avait des groupes Balint, alors c'est encore autre chose, mais c'était des médecins qui se retrouvaient pour discuter un petit peu de la dynamique qu'on trouvait dans les consultations. Là, se retrouver sur un thème donné et puis de pouvoir échanger avec les collègues, d'avoir un petit espace un petit peu de voilà, un peu sérieux sur un sujet, mais de pouvoir se retrouver dans la durée, mais c'est des choses, je pense, qui peuvent faire du bien et apporter un peu plus que juste de la formation continue, quoi. C'est-à-dire bah, faire un petit point sur les connaissances et puis bah, aller un peu plus loin avec un tour de table et puis bah, partager un moment avec des collègues. Donc c'est pour ça que moi, voilà, je me suis porté volontaire et que c'est quelque chose qui m'intéresse et d'essayer bah, voilà, déjà vous dans votre coin, si vous avez déjà trois, quatre médecins qui partagent un petit peu cette vision, échanger entre vous, voyez si justement vous ne verriez pas un intérêt à vous retrouver de façon régulière et voilà sur des sujets pour voilà, de la formation continue et bah, de réfléchir à notre pratique, quoi. Élodie Gosset, Arnaud Gonel parlait d'une démarche finalement d'épaisser hein, justement les gaps. Je reviens un peu vers vous. Ça n'est pas un cours magistral, ça n'est pas un contrôle. On est vraiment dans cette dynamique entre pairs. On est vraiment dans l'échange de pratiques. C'est le groupe qui répond aux questions, qui cherche dans sa pratique, quand il a rencontré déjà des solutions similaires, quelle solution il a pu trouver à son niveau. On échange beaucoup en termes de réseau, en savoir localement comment on peut trouver à ça des solutions. Et on n'est pas pour autant dans un groupe informel. Va être dans une démarche très structurée. On va le voir tout à l'heure. Hein. On est vraiment là pour confronter ensemble, améliorer, partager une fois de plus différents points de vue et faire évoluer nos pratiques. Pendant 2 heures, on parle du thème et on se concentre effectivement sur que disent les recommandations, comment on peut coller au plus près notre pratique aux dernières actualités. Et du retour d'expérience, justement, que vous en avez dit maintes fois à quel point c'était profitable pour les médecins, que c'était un lieu finalement, qui permettait aussi de contribuer au fait de se ressourcer, au fait de lutter contre la situation qui parfois peut être pesante. Voilà, au fil des réunions, c'est vrai qu'il y a une intimité qui se crée au sein du groupe avec une grande confiance qui permet d'aborder des sujets délicats, que ce soit alors, dans les sujets qu'on a pu aborder récemment, comme l'erreur médicale, comme la santé des soignants avec le burn-out des médecins. C'est vrai que le fait qu'on se connaisse depuis de nombreuses, alors en l'occurrence pour nous de nombreuses années, mais que le groupe soit le même, identique, mois après mois, permet d'aller plus loin dans les échanges que one shot quand on se retrouve au cours d'une formation plus classique avec quelques médecins qu'on n'a pas l'occasion de connaître. Donc, on est dans une situation d'antimorosité entre consoeurs et confrères, et ça c'est important. Du coup, j'en profite pour prendre une question qui a été posée. Je me tourne vers vous, Isabelle Martine Duclou, un auditeur qui dit: Il me semblait que l'on pouvait commencer un gap avec trois, quatre médecins selon ce que la HS avait formulé initialement. Est-ce toujours le cas ou faut-il vraiment être au moins 10? Alors, la règle, c'est plutôt d'avoir des groupes d'un minimum de 10 participants. Cependant, on pourra avoir une dérogation pour l'organisation de groupes inférieurs à 10 médecins, dérogation qui pourra être accordée sur demande motivée. Si on n'arrive pas, si les médecins n'arrivent pas à constituer des groupes plus importants que 3-4, Et on est vraiment normalement effectivement, c'est dans un des cas 10. dérogatoire, on est dans ce volume minimum déjà parce que
On va voir, il y a un nombre de réunions sur lesquelles on s'engage sur l'année. Et puis, c'est ce que vous évoquiez, Elodie, on est dans l'intelligence collective, dans une dynamique à plusieurs participants. Il peut en manquer un de temps en temps, mais on est vraiment dans ce croisement de vues et de pratiques. Donc, c'est ça qui motive au fait qu'il y a un groupe minimum qui soit constitué. Le minimum de 10 nous paraît aussi difficile à atteindre. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se limite à ça et qu'on s'autorise à demander des dérogations, mais je ne pense pas qu'on puisse avoir des dérogations au-delà de 5, 7. 3, ce sera trop peu. Pour que les échanges soient intéressants, voilà, et aussi parce que au fil de l'eau, il y a tout le temps quelques absents. Voilà, la réunion n'a plus beaucoup de sens à 3 médecins. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On poursuit cette présentation justement de le cadre réglementaire. Élodie et Isabelle, je vais vous laisser une fois de plus nous commenter ce périmètre défini par la Convention, où justement on voit bien que les GAP rentrent aussi dans l'évaluation des pratiques professionnelles. C'est un des bénéfices du dispositif. Effectivement, les GAP valident bien vos obligations de formation professionnelle sans pour autant consommer votre quota. Et ça pourra répondre en même temps à la question que pose un auditeur. Est-ce que si les 10 médecins ne participent pas aux 5 séances, est-ce qu'il y a des conséquences? Alors effectivement, vous avez une indemnisation qui est prévue de 140 € par réunion de 2 heures qui vous est versée en fin d'année si vous êtes assidu. C'est-à-dire qu'on verra, on n'a pas encore vu, mais on verra qu'il y a deux formules, une formule de 10 réunions dans l'année ou une formule de 5 réunions dans l'année. L'indemnisation prévue vous sera versée si vous participez à au moins 7 réunions si on est sur la formule de 10 et à au moins 4 si on est sur la formule de 5 réunions. Donc, on est dans une logique où on cherche à avoir une certaine équité, une uniformité nationale, effectivement, parce qu'on est dans un cadre financé. Et donc, c'est ce dispositif. On a aussi donc un déroulé qui est homogène entre différents groupes qui vont aborder la même thématique. C'est ça, Élodie Cosset, c'est aussi un des objectifs. Oui, c'est ça. Tous les groupes travaillent à la même période sur le même thème et il y a des dossiers documentaires qui sont proposés en appui simplement, qui peuvent être consultés en appui à ces thématiques. Ça, ce qui est affiché là, c'est l'indemnisation pour les participants. Euh, le médecin qui décidera d'être animateur a une indemnisation supplémentaire pour que ça implique pour lui. Mais on reviendra tout à l'heure sur ce rôle essentiel de l'animateur. Euh, donc, effectivement, un travail, l'idée, c'est d'avoir des groupes qui vont avoir leur vue et leur vision complémentaire, de pouvoir les consolider aussi à un niveau régional et national. D'où une logique effectivement un peu de cadre de déposer, d'officialiser ces groupes, une démarche officielle qui est faite par l'ODPCGQ, on a parlé rapidement tout à l'heure, qui est l'organisme de formation reconnu DPC pour justement superviser la qualité de tous ces groupes d'analyse de pratique. Et on doit remonter, chacun des groupes doit remonter une synthèse, on doit déposer finalement le résultat des travaux qui ont été réalisés par les groupes. Oui, c'est ça. Il y a un compte-rendu qui se fait en fin de réunion. Alors, il n'est pas question de reprendre chacun des cas qui a été exposé, mais de lister les problématiques que rencontrent les médecins sur le territoire et surtout s'ils ont des pistes d'amélioration. Et ensuite, ça permet localement de faire la synthèse de tout ce qui émane des groupes et qui sont vraiment des retours de terrain très, très précieux, que ce soit pour les URPS, que ce soit pour les CPTS. Ça peut aboutir aussi à un travail dans les MSP. Donc, c'est vraiment l'occasion de donner vie à ce qui sort de ces groupes.
Je tiens à préciser, parce qu'on ne l'a peut-être pas fait tout à fait, la participation, il faut que elle est réservée aux médecins libéraux. Si vous avez des internes ou même des remplaçants qui sont actuellement avec vous dans des groupes déjà constitués, ils ne pourront pas bénéficier de, en tout cas, de l'indemnisation et ni faire partie du quota des 10 médecins minimum. De la même manière pour les médecins salariés, parce que c'est vraiment lié à la convention médicale pour les médecins libéraux. Alors, c'était important, effectivement, parce qu'il y avait une question sur les remplaçants, droit à une indemnisation, donc vous avez répondu. Ils peuvent participer, c'est d'où, une fois de plus, la latitude 10-15 pour pouvoir y associer, ou des internes également. Voilà, qui ne peuvent pas, effectivement, être indemnisés. Ce qu'il est nécessaire aussi de rappeler, c'est que ces groupes sont aujourd'hui dédiés par spécialité. Donc, on parle et on va démarrer sur des groupes de spécialité de médecine générale, hein. C'est ça, de toute façon, qui a été monté et qui tourne depuis plusieurs années dans les différentes régions que vous avez évoquées tout à l'heure, Élodie. En revanche, ça va pouvoir s'ouvrir à d'autres spécialités. Le cadre national est en train de se définir, hein, rien n'est complètement fixé. Je vous laisserai, Élodie, Isabelle et Arnaud, intervenir et commenter. Voilà, il y a une demande parfois de pouvoir peut-être au niveau des spécialités travailler en interspécialité. C'est une demande que nous avons formulée en région Nouvelle-Aquitaine, mais faut-il encore qu'elle soit validée par le niveau national? Est-ce qu'on aura cette autorisation de dérogation pour éventuellement le faire? Mais il y avait un vrai intérêt à pouvoir justement mixer dans une logique finalement de parcours différentes spécialités pour les spécialités cliniques hors médecine générale ou spécialités techniques. Justement, une question est posée. La sexologie étant à la frontière de plusieurs spécialités, peut-on constituer un gap avec des psychiatres et des gynécos, par exemple? Voilà, ça fait partie on en a déjà débattu ensemble. La question apparaît là aussi à l'écran. Je ne sais pas si vous voulez commenter tous ces différents éléments et ce travail par spécialité les uns et les autres. Pour dire que initialement, pour ces groupes d'analyse de pratique tels que prévus à la Convention, on était plutôt sur des groupes monospécialités, généralistes ou spécialistes. Euh, Comme l'a dit Emmanuel, on a fait cependant remonter cette question au niveau national pour voir si des groupes qui regrouperaient plusieurs spécialités, ça pourrait se concevoir dans le cadre des GAP. Les premières thématiques nationales, je pense qu'on va les voir dans les prochaines diapositives. C'est vrai que ça concerne plus l'exercice des médecins généralistes, d'où ce soir notre invitation plus vers les médecins généralistes. Vous les voyez affichés. Donc, il y a trois thèmes qui concernent les médicaments, les antibiotiques, avec la lutte contre l'antibiorésistance, la polymédication, notamment chez les personnes âgées, et le bon usage des antalgiques, analgésiques. Et il y a une autre thématique, arrêt de travail. Ces quatre thématiques sont issues des 15 priorités de la Convention pour améliorer la pertinence et l'efficience des soins. C'est ce qu'on a vu au début de ce webinaire. Donc, ces quatre thèmes devront être traités si on est sur le groupe 10 réunions, le GAP 10 réunions. Il faudra ajouter trois thèmes régionaux et trois thèmes locaux, pardon. Et si on est le GAP sur 5 réunions, il n'y aura pas de thème régional à traiter. Vous aurez un thème que vous pourrez choisir en fonction de vos problématiques locales que vous aurez identifiées. Élodie, est-ce que des commentaires par rapport justement à l'existant et à ce cadre fixé? Alors, ben, dans nos propres régions, c'est un petit bouleversement. Néanmoins, toutes ces thématiques, quand bien même elles paraîtraient un petit peu cousues de fil, voilà. On a pu travailler avec les animateurs et définir sur chacune de ces thématiques des points à cibler très très précis et du fait que chacun puisse y trouver son intérêt. Donc, le, on n'a pas de difficulté à imaginer que
des réunions puissent être très intéressantes, mais il faudra effectivement plus cibler les thématiques que juste antibiorésistance, par exemple. Oui, dans les grandes thématiques, on a quand même beaucoup de latitude pour pouvoir derrière œuvrer. Vous le disiez tout à l'heure, et Arnaud, peut-être voulez-vous compléter, intervenir, mais on arrive avec de toute façon ses propres cas cliniques. On vient confronter des situations réelles. On est là vraiment pour travailler à partir de la pratique. Donc, ça laisse quand même pas mal de latitude pour affiner justement le questionnement, parce que c'est ça dont il s'agit. Oui, alors voilà, je voudrais rassurer tout le monde par rapport aux échanges qu'on a pu avoir et voilà, là c'est quelque chose de nouveau hein, qui se crée sur de l'existant. Et effectivement, quand on voit les thèmes comme ça, on peut se dire, on va passer 2 heures sur des thèmes qui sont pas très sexy. Mais ça vaut le coup d'aller creuser. C'est-à-dire que on va pas aller faire des cours magistraux sur des antibiotiques, sur des durées d'arrêt de travail. Tout ça, c'est vraiment, on va dire, chacun peut apporter quelque chose là-dessus. Et quand on creuse un petit peu, je pense à la polymédication, on va avoir toutes les problématiques des ordonnances lourdes chez les patients âgés notamment. Donc là, il y a tout un pan de gériatrie, c'est une grosse activité de médecine générale. Pour ce qui est de l'analgésie, par exemple, ben, on peut aller sur un autre versant tout à fait différent qui est l'analgésie, notamment en pédiatrie. Donc on peut vraiment aller creuser sur des problématiques du quotidien. C'est ça qui, en tout cas, moi, m'intéresse et je pense qu'il faut qu'on transmette, c'est de se dire, voilà, on a un cadre. Mais dans ce cadre, nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que généraliste et de quoi on a envie de se parler et qu'est-ce qu'on peut regarder, creuser un petit peu plus que voilà simplement aller voir sur des durées d'arrêt, des types d'antibiothérapie. Il y a vraiment toute une richesse. Je reprendrai par exemple un échange qu'on a eu avec Elodie en réunion sur par exemple la problématique d'arrêt de travail, il y a tout ce qui est côté posture de soignant, comment par exemple refuser, comment dire non quand on a une demande qui n'est pas acceptable. C'est des choses où on est en difficulté, je pense, tous les jours, nous, médecins généralistes au quotidien, et en plus on a une petite pression supplémentaire de l'assurance maladie, puisqu'il y a vraiment un enjeu financier. Hein, ça, je crois que nous, on peut le saisir dans notre pratique, mais quand on a une demande, alors parfois abusive, mais parfois tout à fait adaptée, comment on fait pour se positionner? Ben, je pense que c'est dans cet endroit qu'on peut échanger entre nous et bah, trouver des solutions, des leviers. Voilà, et vous voyez, ça va beaucoup plus loin que simplement quelques sujets. Donc, effectivement, la liste comme ça, elle est un peu abrupte, mais voilà, je vous invite vraiment à réfléchir et à voir ce qu'on peut aller. Je pense qu'on peut vraiment aller plus loin et on essaiera de proposer au niveau de l'URPS, de l'OGDPC, des thèmes élargis pour bah, montrer qu'en fait, sur chaque thème, sur les 15 thèmes nationaux, on peut vraiment aller taper dans les coins. Et c'est pas exhaustif, on peut aller encore plus loin. Et s'il y a d'autres problématiques qui sont mises en évidence, rien n'empêche aux différents groupes de les faire remonter, de partager, et puis ensuite de partager avec d'autres groupes. Voilà, je pense que c'est ça un petit peu la force de cette organisation, ces échanges dans le groupe et puis pourquoi pas après intergroupe. Et donc, comme on l'évoquait, cette richesse, elle contribue aussi à valider l'évaluation des pratiques professionnelles, hein. Et ça, Arnaud, c'est un plus également par rapport à ce cadre imposé aux médecins, au travers de ces cas pratiques. On est dans le pragmatisme, justement, au travers de sa pratique. Alors, sur le plan de la formation continue, euh, voilà, c'est quelque chose que les médecins essayent de faire au quotidien. Chacun a des façons, hein. On a de la revue de littérature. Il y a des médecins qui sont impliqués dans d'autres structures qui vont se former sur des formations qui sont validées, mais parfois c'est des formations demi-journée, journée entière. Bon, on trouve encore de temps en temps des formations soirées. Là, l'idée, je pense, c'est vraiment quelque chose de plus récurrent et puis ce côté se retrouver à plusieurs. Voilà.
Mais valider des heures de formation, c'est quelque chose qui est, je pense, intéressant, même si voilà, ça reste toujours flou sur les objectifs de formation continue des médecins. C'est un vieux loup de mer. Ce serait intéressant quand même que nous, médecins, on puisse justifier de dire, moi j'ai continué de me former, de pouvoir avoir un référentiel. Bon, ça reste, il n'y a pas encore trop de contours, mais peut-être qu'on y arrivera dans les années à venir. Pourquoi pas via ces groupes. Justement, il y a alors, beaucoup de questions qui sont arrivées. Ne vous inquiétez pas, on va toutes les reprendre. C'est juste pour laisser quand même de la cohérence et le dialogue s'établir. Combien justement d'heures sont validées en termes d'EPP? Est-ce que là, Isabelle, Élodie, vous savez répondre à ce point? C'est-à-dire toutes les heures passées en GAP correspondent à des heures EPP? Moi, je ne saurais pas dire si ça va être multiplié par 5 réunions fois 2 heures, si ça correspond à 10. Et les choses vont bouger aussi beaucoup au niveau du DPC. On l'a appris. Donc là, il y a beaucoup de- ça bouge beaucoup et moi, on n'aura pas la réponse tout de suite. Moi non plus, je ne m'avancerai pas sur le fait que chaque GAP valide 2 heures de DPC, parce qu'effectivement, pour l'instant, on est dans des changements attendus par rapport à l'organisme, la NDPC, et donc on répondra ultérieurement à cette question. Tout ce qu'on sait, c'est que ça valide le DPC, mais en termes d'heures validées, ça, moi, j'ai pas la réponse exacte. Donc, je préfère m'abstenir ce soir et revenir ensuite vers vous. On en profite juste peut-être pour faire une petite parenthèse, effectivement, et notamment d'actualité. Rappeler que justement tous ces dispositifs sont pilotés au niveau national par l'assurance maladie, hein, dans le cadre de la convention, la CNAM, mais par également l'Agence nationale du DPC, la NDPC. Il participe effectivement aux discussions. L'ODPC, l'organisme de développement professionnel continu, l'ODPC GQ, des groupes qualité, hein, dont Élodie justement est un représentant. Voilà, au niveau national, sachant qu'on a eu information d'actualité du jour, apparemment annonce comme quoi la NDPC disparaîtrait, mais alors une fois de plus, c'est pas pour faire disparaître la formation continue, les missions et tous les dispositifs associés, dont les GAP. C'est certainement dans le cadre d'une volonté de rationalisation gouvernementale, les missions de la NDPC basculeraient dans une autre agence. On n'a pas forcément plus d'informations à l'heure où on vous parle, mais a priori, ça ne change rien au cadre, puisqu'on est dans un cadre conventionnel bien défini dont la CNAM se porte garant, Isabelle, hein, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Ces gaps sont inscrits à la Convention. Il y a un enjeu d'amélioration de la qualité et de l'efficience des soins. Vous savez que c'est un sujet majeur de l'assurance maladie et donc ces gaps seront bien maintenus et leur financement tel qu'il est prévu à la Convention sera aussi maintenu, même si ces financements n'interviennent pas par le biais de la NDPC tel que c'était écrit initialement. Alors, nos auditeurs sont parfois plus calés que nous, et ça c'est bien, mais ça c'est l'art justement de l'intelligence collective des médecins. Le référentiel pour le DPC existe bel et bien et très précis justement. Je vous encourage, pardon, à aller voir sur le site du Collège de médecine générale pour les médecins généralistes. Cela m'a beaucoup aidé personnellement. Donc on va aller creuser ces différents éléments et de toute façon on alimentera ça sur les articles d'études sur le site internet de l'URPS médecin. Euh, on va continuer dans ces logiques de thématiques et continuer bien sûr les questions qui arrivent aussi très nombreuses. Une fois de plus, ces groupes, ils sont donc définis. Il y a un cadre national, on le disait, parce que volonté de travailler dans les différentes régions par différents groupes des thématiques relativement homogènes pour monter des orientations, des recommandations, hein. Je crois que c'est aussi ça voilà, qui peut venir alimenter. Donc ces thématiques, il y en a pour les groupes de 10 réunions par an aussi qui sont choisis au niveau régional. Je m'arrête un court instant pour expliquer là qu'il y a un dispositif régional qui est en train de se structurer
structurée sur la Nouvelle-Aquitaine, où nous devons constituer théoriquement une association régionale pour piloter justement ce dispositif des GAP et l'accompagner au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, une association qui voilà, sera très légère, mais avec des représentants de l'URPS médecins et des représentants de tous les GAP qui auront été constitués sur la région, voilà, pour pouvoir participer à un comité de pilotage qui se tient avec l'assurance maladie, alors, c'est le sigle DCGDR, la direction, la coordination de la gestion du risque, et donc c'est le niveau régional de l'assurance maladie, avec l'ARS, avec un représentant aussi de la CPR, de la commission paritaire régionale, et puis bien évidemment l'ODPC-GQ qui en fait également partie. Et donc ce comité de pilotage est là pour épauler la mise en œuvre, le suivi de ce groupe d'analyse de pratique dans la région, en assurer la promotion et un peu voilà, le reporting global vis-à-vis du national, mais également de pouvoir définir 3 thèmes par an, par spécialité, dans le cadre des GAP 10 réunions. Donc, et bien évidemment, par rapport à une question qui est posée, voilà, est-ce que le groupe peut choisir la thématique? Non, les thématiques sont fixées en dehors, une fois de plus, de la possibilité quand même pour un GAP 10 réunions d'en choisir 3 et dans un GAP 5 réunions d'en choisir une, pour pouvoir, une fois de plus, laisser la latitude et le terrain alimenter les sujets de réflexion. On revient un petit peu en arrière, plusieurs réactions, questions concernant, on disait, les participants de ces groupes qui sont indemnisés. On dit bien que ce sont les médecins libéraux conventionnés. Bien évidemment, oui, c'est un auditeur le précise. Mais est installé, effectivement, c'est pour ça que les remplaçants aujourd'hui n'en font pas partie. Une fois de plus, on va euh, voir des modalités si jamais il y avait une forte demande pour pouvoir voir comment on peut répondre à ces contraintes-là. Il y avait une question sur les collaborateurs, les adjoints, les assistants. Peuvent-ils participer? Les collaborateurs sont considérés comme étant installés, donc ils peuvent participer et sont indemnisés. Les assistants, je ne pense pas. Ils ne sont pas considérés comme étant, ce ne sont pas des médecins libéraux installés. Donc, pour eux, ce sera comme s'ils étaient, enfin, c'est des remplaçants. Ensuite, nous avons des questions euh, sur des choses très très pratiques. La durée, alors on va y revenir, la durée justement d'une réunion de GAP, d'une dizaine de médecins, vous l'avez dit, Élodie, c'est normalement 2 heures. Qu'est-ce qu'il faut compter? Voilà. 2 heures. Alors, 2 heures en soirée. D'autres, quand c'est vraiment sont très proches, le font en début de journée, le font en début d'après-midi. Il n'y a rien d'imposé. C'est une durée de 2 heures, libre au médecin de s'organiser comme il le souhaite. Donc, le nombre de réunions sont une fois de plus de 10 ou de 5. C'est un choix qu'on fait quand on constitue le GAP. On dit, je pars sur une volumétrie de 5 réunions, un engagement voilà, pas trop lourd, ou plutôt de 10 réunions par an, mais sachant qu'il y a possibilité d'évoluer. Si on part à 5, on a ensuite possibilité d'évoluer à 10. Dans les autres régions, Élodie, c'est plutôt des groupes de 10 qui tournent Voilà. parce que voilà, il y a cette dynamique qui s'enclenche. Nous, depuis le début, on a toujours fonctionné à 10 réunions. Il faut savoir que le taux de participation, il est de 80% sur ces 10 réunions. Voilà, il y a pas non plus de phénomène de lassitude qui se fait, et ce sont aussi des médecins qui sont engagés par ailleurs. Voilà, maintenant, il existe un réel plaisir à se retrouver pour travailler dans cette ambiance-là, donc le taux de participation est très intéressant. Et là, on a interrogé, parce que ça va être nouveau pour nos animateurs de pouvoir proposer le choix entre 5 et 10 réunions, et sur 36 animateurs, nous 35 ont voté pour 10 réunions. Après, il y a une antériorité qui fait que les choses sont déjà bien ancrées. Ça peut être intéressant de commencer aussi par 5 et d'évoluer secondairement vers 10 si vous le souhaitez.
Justement, sur la notion de participation, la notion d'année pour la participation et donc l'indemnisation se fait-elle à partir de la date de création du GAP ou au 1er janvier? Je m'interroge, dit l'auditeur, sur le délai, pardon, entre la formation de l'animateur, la création du groupe et le fait ensuite de le faire tourner. Donc là, est-ce qu'on va commencer en 2027? Est-ce qu'on peut commencer en 2026? Je pense que logiquement, nous sommes sur des années civiles, mais c'est tout l'intérêt du comité de pilotage. Isabelle, on va adapter à la réalité. L'objectif, c'est de stimuler, d'accompagner les initiatives qui vont se créer et de surtout pas à venir censurer avec des règles rigides. On est tout à fait d'accord. L'objectif, c'est de mettre en route ces gaps, de susciter l'adhésion des médecins libéraux pour, comme l'a dit Élodie Cosset, pouvoir échanger sur vos pratiques dans un souci d'amélioration des pratiques. Donc, on serait plutôt, pour répondre à la question, effectivement, sur une année civile, ça paraît plus simple, mais là encore, rien n'est complètement inscrit dans le marbre et complètement acté. Non, mais c'est une fois de plus l'intérêt, le dispositif, une fois de plus, veut partir du terrain ce comité de pilotage régional est là pour s'adapter, quoi, prendre en compte toutes les particularités euh, dans le cadre effectivement national qui est fixé, mais pour pouvoir une fois de plus être souple et surtout favoriser au démarrage les modalités de mise en œuvre. Justement, dans les questions qui arrivent et qu'on avait bien évidemment abordé, le groupe doit-il être strictement départemental? En fait, se pose la question de la territorialité. Donc, avant de redonner la parole à Élodie Cosset ou Arnaud Gonel, on est dans une logique où on a dit groupe par spécialité, se pose la question pour les autres spécialités que la médecine générale de savoir si on peut faire des groupes interspécialités. On reviendra dans quelques mois sur le sujet une fois qu'on aura un peu plus avancé avec le niveau national. Mais nous sommes aussi plafonnés en nombre de groupes à 50 groupes sur la totalité de la région. Nous sommes d'une très grande région, donc il va falloir une fois de plus faire en sorte que tous puissent euh, exister au maximum. Donc on verra là aussi le moment venu, hein, si on arrive à ce quota. Mais l'idée était d'avoir bien évidemment une grande partie pour la médecine générale en fonction des territoires. Donc non, ce n'est pas un groupe par département, c'est plus fin que ça. Maintenant, on va pas pouvoir mettre 10 groupes à l'échelle d'un département non plus, parce que sinon, on limitera. Les premiers vont consommer le quota et on laissera pas la place aux autres. Mais la logique de proximité, de territorialité, Elodie, est importante. Oui, voilà, je suis pas sûre d'avoir compris exactement de la même manière la question. Si un groupe se constituait à la frontière entre deux départements, là, je pense on raisonne en termes de territorialité. Donc, les médecins peuvent venir de chaque côté de la frontière de ces deux départements au sein de la même région. Oui, oui, on n'est pas cantonné non plus à la frontière départementale, hein. C'est une fois de plus le comité de pilotage est là aussi pour une fois de plus s'adapter aux réalités géographiques et on ne va pas rentrer dans une rigidité de départementale. Il n'y a pas de contrainte de ce côté-là. Ce sur quoi on insiste plus, c'est sur la territorialité, à savoir que vous avez vu une grande partie des réunions vont aussi, il va être question du réseau, et donc c'est important que les gens parlent des mêmes paramédicaux, des mêmes spécialistes, des mêmes équipes, de la même organisation qui elle est plus territoriale. Alors, on en vient, avant de poursuivre sur la dernière partie qui va concerner les animateurs et puis comment rejoindre ou constituer un groupe, aux questions que j'attendais sur les thématiques. Je vous en mets deux hein, pour justement poursuivre le débat. Le GAP a pour intérêt d'échanger sur sa pratique sur des cas complexes. À mon sens, est-ce vraiment compatible avec des thématiques CEPAM ou assurance maladie de santé publique dans la durée?
Et un autre qui poursuit, tout à fait d'accord avec la remarque précédente, je suppose que c'est celle-là si j'ai bien compris. Finalement, les gaps sont basés sur des thématiques imposées dans le but de faire des économies et pas sur de vrais échanges de compétences, sur les réelles difficultés des médecins de terrain. Isabelle, Élodie, Arnaud, je vous laisse réagir, mais oui, il y a un cadre effectivement de santé publique et économique, il y a une motivation, on va dire, mais c'est pas pour autant que on n'est pas sur les réelles difficultés des médecins. Alors, tout à fait, hein. Je rappellerai que ces GAP sont inscrits à la Convention, que les 4 premières thématiques nationales ont été fixées avec la profession dans le cadre de la CPTN, de la CPN, et on est sur les 15 enjeux qui ont été aussi établis avec la profession dans un souci d'amélioration des soins, mais aussi d'efficience. D'efficience, puisque bon, ça fait partie effectivement des actions mises en place par l'assurance maladie d'améliorer l'efficience des soins dans un souci de soutenabilité de l'assurance maladie. Mais tous ces thèmes-là sont établis avec la profession dans le cadre de la CPN, comme on fera les thématiques régionales qui seront choisies dans le cadre de la convention médicale, des thèmes choisis dans le cadre de la convention médicale avec la profession, avec la CPR. Par le passé, ces thématiques-là sont des thématiques qui ont été proposées et choisies par les médecins dans nos régions, quand rien ne nous était imposé. On a travaillé avec Medcal, alors je sais que vous avez eu aussi un webinaire au niveau de l'URML de votre région, mais des organismes qui vraiment nous parlent de l'antibiorésistance au niveau local, les difficultés qu'on peut rencontrer. Au niveau des arrêts, on a travaillé avec des médecins conseils, avec des médecins du travail, savoir comment on peut faciliter le retour à l'emploi. Enfin, ça me paraît pas du tout déconnecté de notre quotidien. Dans la polymédication, on a aussi beaucoup travaillé sur, alors on l'avait plus ciblé, par exemple sur les IPP, comment on peut prescrire moins, comment on arrête avec les start and stop, comment on peut, pour d'autres médications chez la personne âgée, euh, limiter nos prescriptions. Je trouve pas que ces thématiques soient déconnectées de notre pratique quotidienne. Arnaud, justement, je crois que vous évoquiez le fait que la pratique, c'est bien évidemment soigner les patients et donc avec des problématiques auxquelles on est confronté, mais c'est aussi être dans le cadre conventionnel qui nous impose un peu, qui nous met un peu sous tension. C'était votre terme de tout à l'heure, donc ça fait aussi partie de la pratique de savoir combiner tous ces éléments à la fois de problématiques nationales, de l'assurance maladie et de votre pratique du quotidien. Voilà, il y a deux mots. Alors il y a groupe, donc déjà c'est un groupe de médecins. On sera entre nous, on sera entre médecins libéraux installés. Donc l'idée c'est vraiment de se retrouver entre soi. Il y a un retour d'information derrière, mais je pense que c'est déjà de se retrouver. Et puis il y a la pratique. Et là la pratique c'est ce qu'on fait. Et effectivement c'est ce qu'on fait dans un thème donné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment moyen d'aller chercher ce qui nous intéresse. Je pense que c'est à nous de le construire. En tout cas, dans notre région où ça n'existe pas, il y avait plus de liberté un petit peu plus, en tout cas, je pense, dans l'Ouest quand ça s'est créé et développé. Moi, ce que j'appelle, et je sais, hein, parce qu'on a eu déjà quelques échanges les caisses et puis le comité de pilotage l'a entendu, c'est vraiment on veut faire vivre ces groupes et il y aura un petit peu de souplesse. Alors ça ne veut pas dire qu'on pourra ne pas faire les thèmes. Je pense que les thèmes ils sont imposés et c'est pas la question. C'est il y aura un peu de voilà on pourra aller un petit peu plus dans les coins, ce que je disais, d'aller faire le tour et que ce soit proche de notre pratique. Moi, ça me dérange pas, au moins d'essayer. Mais c'est vrai que l'idée, voilà, c'est pas d'être imposé. On a vraiment déjà beaucoup de contraintes. Si c'est trop de contraintes, malheureusement, moi le premier, hein, mais c'est les retours qu'on a eus en parlant avec nos collègues.
trop de contraintes, bah, on va pas se mettre des contraintes supplémentaires. Donc voilà, on va essayer. Moi, en tout cas, j'ai envie d'essayer et on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on peut aller chercher des choses intéressantes qui nourrissent notre pratique. Oui, on est vraiment, et on rappelle, hein, sur les GAP 10 réunions, alors effectivement, c'est quand même un engagement non négligeable, mais comme le disait Elodie Cosset tout à l'heure, c'est comme ça que ça tourne avec un groupe avec qui on a plaisir de se retrouver, de travailler. Il y a trois thèmes quand même qui sont choisis par les participants et trois thèmes qui sont choisis par le niveau régional auxquels, une fois de plus, les représentants des GAP participeront par le biais, une fois de plus, de cette association que j'évoquais tout à l'heure. Autre question, ces thématiques sont-elles les mêmes tous les ans? Non, ça évolue. Oui, les thématiques sont amenées à évoluer. J'en profite, pardon. On en vient au sujet suivant. Pardon, je lisais les différentes questions qui arrivent et qui font la transition avec les sujets suivants parce que, on l'évoquait, ce sont des groupes structurés avec vraiment une méthodologie de questionnement, de discussion, d'où l'importance d'un médecin animateur, hein, qui est un élément clé du dispositif. Je reviens vers vous, Élodie Cosset. Cet animateur, est-ce que il a c'est un expert, il a des situations particulières ou finalement c'est juste un médecin qui a envie? C'est avant tout un médecin qui a envie, c'est un médecin qui est fédérateur qui va voilà, donner envie aux gens autour de lui de participer à ce groupe. Il va avoir un rôle dans l'organisation des réunions, c'est-à-dire que c'est lui qui va transmettre aux autres participants du groupe le rappel de la date, de l'heure, du lieu. Donc ça en amont de la réunion. Pendant la réunion, c'est lui qui distribue la parole, qui s'assure qu'il n'y ait pas de personnes dissonantes dans le groupe, que tout se passe dans la bonne ambiance. Il s'occupe aussi de l'émargement et la synthèse peut être faite collectivement. Donc le rôle de l'animateur est primordial, mais n'est pas majeur. C'est pas quelque chose d'extrêmement chronophage. Pour ça, il y a une formation initiale qui va être une formation de 2 heures en visio qui va être dispensée par l'ODPCGQ pour poser les bases de ce qui est plus spécifique au groupe d'analyse de pratique. Pour ça, l'animateur perçoit une rémunération supplémentaire. La chose qui est importante, c'est qu'il soit présent à l'ensemble des réunions. Une réunion ne peut pas avoir lieu sans son animateur. Actuellement, Formation. oui, à chaque réunion, chaque gap. Euh, et actuellement, dans la formule à 10 réunions, nous, on peut avoir un certain nombre de co-animations, c'est-à-dire deux personnes qui se partagent la tâche et ce qui ne sera pas envisageable sur les 5 réunions. On est donc, oui, avec une formation initiale, hein, qui est courte, qui est plutôt centrée justement sur la posture, l'aide, les outils pratiques à l'animation. Et puis la logique effectivement de pouvoir favoriser cette dynamique, mais c'est pas pour autant que c'est un contrôleur, parce que question dans le chat, est-ce que pour aller dire d'accord avec Arnaud Gonel sur les contraintes, donc mais donc sur justement quelque part la vérification du contenu, la véracité des comptes rendus, est-ce que l'animateur est le garde-chiourme? Je pense que c'est surtout pas ça le rôle. On est dans une logique, une fois de plus, de pas être fliqué. C'est la logique de travailler sur des cas pratiques et des contenus qui posent souci, et une fois de plus dans une thématique qui laisse quand même la latitude, une fois de plus, de se questionner sur ces vraies pratiques du quotidien. Maintenant, effectivement, c'est quand même l'animateur à qui revient le rôle que ça, de fixer le cadre. C'est-à-dire, dès le début, dès les premières réunions, voilà, on parle de la thématique et on ne parle pas de ses vacances. C'est quand même l'animateur qui va donner le top départ où on va passer la phase conviviale, où on se dit bonjour, où on parle un petit peu des tracas du quotidien et on rentre dans le vif du sujet. Voilà, ça, c'est le but de la formation
pour expliquer comment on pose les choses, mais de manière conviviale. Et sachant que derrière cette formation initiale, il y a aussi une coordination et de la formation continue, du partage d'expérience des animateurs, normalement avec des séminaires, c'est un peu ça qui est prévu. Hein, là encore, le retour d'expérience de ce qui a bien fonctionné dans les autres régions. Il y a cette pratique régulière aussi de se réunir, de se partager les expériences des différents groupes. C'est très riche. Nous, on a 3 séminaires par an où les animateurs ont effectivement beaucoup de plaisir à se retrouver, qui est très fédérateur et qui permet ensemble de progresser dans les techniques d'animation. C'est aussi là où on fait la synthèse de tout ce qui est remonté des différentes réunions pour en faire des fiches rétextes qui sont exploitées par la suite. Voilà. Après, on est dans une formation à 10 réunions. On ne va pas faire 3 séminaires sur des gens qui se réunissent 5 fois dans l'année en réunion. Alors, toujours Oui. des questions très... Pardon Arnaud, Ouais, pardon. juste un petit mot. Alors, si sur le cadre, le groupe d'analyse de pratique, on est un peu dans l'inconnu, on peut dire coucou à quelques auditeurs qui ont d'autres casquettes, qui interviennent dans d'autres cadres, qui font de l'animation, de la formation. Je pense au département de médecine générale, je pense à des collègues qui appartiennent à différents syndicats et qui font parfois de la formation dans d'autres cadres. Donc, il y a une expertise, je pense, que certains ont de meneurs. Parfois, c'est dans des CPTS, des MSP, d'animation de réunion, c'est ça hein, dont il est question. Donc, je pense qu'il y a des talents, des gens qui savent faire, et il y aura peut-être ajuster ça au cadre de ces groupes d'analyse de pratique. Mais voilà, si vous avez envie et si déjà ça vous semble dans vos cordes, il y a moyen voilà, de prendre ça en main et de lancer un groupe. Hein. Justement, alors je me permets, Arnaud Gonel, est-ce que justement vous vous projetez dans ce rôle d'animateur ou ça vous paraît trop lourd? Je vais faire la formation. Hein. Voilà. Je sais pas s'il y a une date, quelque chose, mais voilà, je pense que je vais m'inscrire. Ce qui est important, c'est aussi de pas, on n'est pas seul quand on est animateur. Une fois de plus, il y a la structure qui est autour et donc la démarche de l'ODPCGQ, hein, qui là, nous demande une démarche de mutualisation de cet appui méthodologique, de cet appui logistique. C'est ça aussi qui est important, de ne pas se retrouver avec une masse de travail administrative et en solitude. On est vraiment dans un collectif aussi de ce côté-là, Élodie. Oui, tout à fait. Et l'aide des uns et des autres. Alors, dans notre organisation actuelle, nous avons moi qui suis coordinatrice régionale et qui répond à toutes les difficultés que peuvent rencontrer les animateurs. J'espère à terme que, surtout si vous avez un nombre conséquent de groupes, vous pourrez aussi bénéficier de cet accompagnement. Euh, L'animateur, bien sûr, peut, quand bien même j'ai dit qu'il était censé s'engager pour les 5 ou les 10 réunions, avoir aussi une raison effectivement pour maladie de ne pas être présent, auquel cas quelqu'un d'autre prend sa place. Mais C'est une expérimentation pour 3 ans, hein. il faut effectivement que l'engagement soit quand même à être là, si possible, à chaque séance. On avait, pardon, j'ai eu une interférence, créé une interférence, pardon, c'est parce que je reprenais des questions. On a effectivement la logique de dire est-ce qu'il peut y avoir plusieurs animateurs ou si l'animateur initialement prévu devait être absent pour une maladie, peut-il être remplacé par un autre médecin formé à l'animation? Comment très concrètement tout ça finalement se gère au quotidien? Quel est il y a l'engagement va-t-il jusqu'aux 42 fièvres? Alors, il y a plusieurs solutions. Soit un autre animateur d'un autre groupe vient et prend le relais pour le médecin, soit un des médecins du groupe se sent de prendre le relais.
C'est ça, on a vraiment l'animateur, c'est lui qui impulse la dynamique, il est là pour fédérer, il est là pour accompagner et guider le groupe, mais ce rôle peut être quand même aussi partagé dans la dynamique du groupe, hein, à plusieurs, il n'y a pas de souci là-dedans. Autre question qui revient sur ce qu'on évoquait tout à l'heure, sur le concret de la réunion. Qui présente un cas? Est-ce que ce sont des volontaires, chaque participant, ou minimum quelques cas par an? Comment, là encore, concrètement, ça se passe, Élodie? Alors concrètement, vous ne pourrez pas traiter, s'il y a 10 à 15 participants, tous les cas ne pourront pas être traités. L'idée, c'est quand même de venir, chacun vient avec un cas, c'est un cas de sa pratique avec une question qu'on se pose. On ne demande pas de faire un travail, et surtout pas, même je dirais, de faire un travail de recherche. Donc c'est pas quelque chose qui est extrêmement chronophage. Ça va juste demander une habitude de voilà, je vous expose ce cas et voilà la question. Alors, et c'est en quelques minutes, hein, on reprend pas, il n'y a pas de recherche à faire dans le dossier, hein. Euh, voilà le cas et voilà la question que je me pose. Ce qui se fait souvent, c'est on fait le tour de savoir les cas qui sont amenés ce jour-là et on en retient quelques-uns en sachant qu'on ne pourra pas tous les traiter afin que ce ne soit pas redondant. Euh, le rôle de l'animateur, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui ne viennent, qui n'amènent jamais de thème. C'est pas jouer le jeu que de venir juste être observateur. Merci de ces réponses. Une question pour Isabelle. Quelle est la pérennité à long terme des rémunérations? Serait-ce durable ou changera à la prochaine convention? On est, je crois, dans un cadre pour l'instant d'expérimentation de 3 ans, si je ne me trompe pas. C'est ça dans le cadre de la Convention 2024. Après, que deviendront ces gaps lors de la prochaine convention? Ça, je peux pas répondre. Mais là, on est sur les 3 années qui viennent, effectivement. On est dans une démarche où il y a une logique une fois de mise en œuvre, de remontée, d'évaluation, avec quand même l'objectif aujourd'hui, une fois de plus, ça a été exposé par Elodie tout à l'heure, on est dans un dispositif qui a vécu pendant des années dans certaines régions avec des financements spécifiques, et les médecins, les syndicats l'ont fait remonter au niveau national pour que justement ça puisse s'étendre et que toutes les régions puissent bénéficier de cette démarche qualité, parce que c'est de ça dont il s'agit. Voilà, l'objectif c'est pas de faire un one shot pendant 2 ou 3 ans, mais c'est de voir effectivement comment ça prend, comment ça tourne, c'est rediscuter quand même, comme d'ailleurs tout le cadre conventionnel à chaque fois. Je dirais Euh, aussi, je dirais, si vous permettez, de s'appuyer sur l'évaluation de ces groupes de qualité tels qu'ils sont prévus par l'actuelle convention. Comment ça a fonctionné? Est-ce que ça répondait aux différents enjeux? Est-ce que ça répondait aux attentes de médecins et s'inspirer pour les reproduire à l'identique ou les améliorer en fonction de ces remontées de terrain et des résultats sur les différents indicateurs qui seront proposés pour évaluer ces groupes. Oui. Merci de ces compléments, Arnaud, oui. Un petit complément pour dire que ça fait 20 ans que c'est créé dans l'Ouest et que ça a pu durer et se pérenniser. Bon, aujourd'hui, pour nous et pour ce format-là, c'est plus un pari. Mais on peut espérer. Une remarque sur la logique de l'animateur en disant c'est pas un peu rigide, non, point d'interrogation. Est-ce qu'on ne peut pas simplement prévoir que plusieurs médecins du GAP soient formés et mutualiser l'animation sur l'année? Il y a une démarche quand même qualitative, Élodie, et avoir une formation au départ, un investissement, et puis tout le monde n'a pas forcément non plus ce savoir-faire. Ça, et puis c'est surtout le référent par rapport à l'association sur tout ce qui est législatif. Enfin, il va falloir voilà, renvoyer des émargements, être extrêmement rigoureux par rapport à ça, parce que c'est de ça que dépendra l'indemnisation de chacun des participants. Donc non, c'est pas très facile d'être très nombreux. La suite des questions, ben, c'est le dernier point. On arrive bientôt au terme de notre timing, donc on a un petit peu débordé même
comment est-ce qu'on trouve un gap, comment est-ce qu'on le monte, comment je fais pour intégrer, alors pas mal de questions, hein, quelle démarche faire pour créer un gap, comment trouver un gap autour de nous. Voilà, comment accéder à l'information, on va répondre à toutes ces questions. Également, nous nous interrogeons sur la mise en place d'un gap entre associés à SOS Médecins à La Rochelle, 12 médecins installés, qui contacter. Le médecin référent doit-il effectuer une formation spécifique? Quel délai prendre en considération pour la mise en place du gap? Voilà, pas mal de questions. On va répondre à tout ça. Élodie, je vous redonne la main. En pratique, soit vous avez déjà actuellement un groupe qui est constitué, et qui se réunit de manière informelle. Là, ça ne pose aucun problème à ce qu'il soit transformé en GAP, sous réserve de respecter le cadre. C'est-à-dire qu'il faudra respecter les thématiques et que un de vous soit nommé comme animateur. Euh, Soit vous êtes plusieurs confrères motivés et là, vous pouvez voir celui d'entre vous qui est intéressé pour devenir animateur et demander à déposer votre groupe. Si une fois qu'il y a ces groupes constitués, peut-être vous aurez la chance d'avoir quelque chose autour de chez vous et vous pourrez demander à rejoindre un groupe qui est déjà constitué. Et quand bien même, si rien n'existe sur votre territoire, mais que vous êtes motivé, vous avez la possibilité d'aller en parler aux confrères autour de vous, savoir s'ils sont intéressés pour vous rejoindre et que vous montiez votre propre groupe. Oui, Voilà donc pour les... on part. Vous avez des adresses en haut à droite de l'écran, deux adresses mail. On est vraiment dans cette logique de partir, de toute façon, une fois de plus, de vos initiatives, de vos souhaits, de vos envies, de ce qui peut se dégager sur le terrain. On a commencé à communiquer il y a quelques semaines. On a déjà reçu plusieurs sollicitations. Vous avez là une carte qui affiche effectivement en volume de- de- d'intérêt, médecins qui ont manifesté un intérêt. Donc effectivement, n'hésitez pas à nous contacter sur les adresses qui se sont affichées et qu'on va remettre, hein, sur gap@urpsml-na.org ou nouvelle-aquitaine@odpcgq.org, ou choisissez celle que vous voulez. Les deux de toute façon arrivent vers les mêmes personnes, de manière à pouvoir indiquer quel est votre intérêt, le code postal, la disponibilité, la date prévisionnelle. Voilà, et on va revenir petit à petit vers vous. Pas mal de questions sur... ouais, les mails sont partis trop vite, on me dit, donc on les remet. De toute façon, le support, bien évidemment, va vous être transmis comme d'habitude. Voilà, comment peut-on avoir connaissance de la constitution d'un GAP, d'un projet de GAP? Donc, une fois de plus, soit localement, comme le disait Elodie, il y a déjà des initiatives et on va bien évidemment capitaliser autant que faire se peut sur ces initiatives qui peuvent exister. Vous pouvez avoir, donc, en parler entre vous et voilà, en proximité, le bouche à oreille. Nous allons, de toute façon, le site de référence pour la région, ben, c'est celui de l'URPS Médecins, sur lequel vous allez retrouver à partir de début janvier, parce que là, on attend avant tout, hein, avant de restituer les éléments, que les initiatives viennent de vous, viennent du terrain des différents territoires, en privilégiant une fois de plus dans un premier temps la médecine générale. On va vous mettre régulièrement de l'information à jour avec un menu spécifique sur les gaps, savoir comment concrètement s'inscrire, postuler pour être animateur et donc derrière pouvoir s'inscrire à une formation qui sera une fois de plus prodiguée par l'ODPCGQ, et pouvoir rejoindre éventuellement ou proposer des créations de GAP. Voilà, donc là, pas de réponse là aujourd'hui, à la date du 25 novembre, parce que nous sommes en train de construire le dispositif pour un démarrage début 2026, une fois de plus, à partir de vos propositions. Donc
Donc voilà, quelqu'un d'écrit, je viens de regarder sur le site de l'ODPCGQ, pas de lieu de formation et nos régions ne sont pas dedans. Alors le site de l'ODPCGQ n'a pas forcément été mis à jour avec toutes les régions, c'était pas forcément la première des priorités. Une fois de plus, le site pour avoir de l'information, c'est celui de l'URPS Médecins pour la région. On va pas, quand bien même cette association se créerait, on va pas créer des sites dans tous les sens, on va centraliser l'information. Je crois que voilà, et derrière, une fois de plus, comment ça marche? Donc, on identifie ces groupes et il y a en comité de pilotage, une fois de plus, une reconnaissance officielle, hein. C'est comme ça, Isabelle, Élodie, que ça fonctionne, le comité de pilotage. Une fois de plus, nous remontons, nous, toutes les sollicitations, une fois de plus, de groupes existants ou de propositions de création, et tout ça va être étudié dans ce comité de pilotage qui va avaliser ces groupes. Oui, tout à fait. Vous dit, oui, oui, tout à fait. Non, C'est comme ça mais qu'on va effectivement procéder, pouvoir examiner ces candidatures, ces propositions dans le cadre de notre comité régional, en sachant que c'est l'organisme de GPC qui devra faire remonter, donc actuellement c'est à la NDPC, tous les gaps qui sont constitués de manière à avoir ensuite les rémunérations. Euh, ça, on est vraiment dans cette validation, hein, Élodie, par le DPCGQ au travers des critères méthodologiques qui sont définis. Voilà, exactement. Et on pourra vous proposer une visio de formation dès qu'un certain nombre de groupes avec leurs animateurs se seront positionnés. Et ce sera des animations locales, c'est-à-dire la visio aura lieu entre médecins de votre région de manière à ce que déjà vous appreniez à vous connaître et à pouvoir partager ensemble. Merci infiniment à tous de toutes ces précisions. Vous avez donné du concret, c'est ça qui est important. J'espère que ça stimule l'envie. N'hésitez pas à en parler entre vous, à nous remonter vos éventuelles questions, hein. Une fois de plus, nous sommes convaincus que les gaps sont un outil utile et pragmatique pour vraiment la pratique des confrères. Oui, c'est dans un cadre structuré national, mais ça part une fois de plus, comme ça vous a été évoqué, pas des cas pratiques et de la dynamique de ces médecins qui se retrouvent entre eux pour travailler sur des thématiques qui comptent dans le quotidien. Donc, on va progressivement opérer, hein, le déploiement à partir, une fois de plus, de vos propositions. Donc, n'hésitez pas à nous remonter sur les adresses mail que vous avez vues tout à l'heure, vos souhaits, vos inscriptions. Ça démarre maintenant, même si concrètement, on va mettre tout ça en musique à partir de début 2026. Vous pouvez, bien évidemment, comme d'habitude, retrouver le replay d'ici quelques jours sur notre site internet. N'hésitez pas à le faire diffuser, à envoyer le lien autour de vous pour tous ceux que ça pourrait intéresser et qui pourraient se poser des questions. Merci encore Isabelle Martini-Duclou pour l'assurance maladie, qui est une fois plus partenaire du dispositif dans le cadre conventionnel. Merci infiniment Élodie Cossé au DPCGQ, sans qui tout cela ne serait pas possible. Je tiens à le dire, et tout l'accompagnement qui est apporté. Petit mot de conclusion, Arnaud Gonel. Eh bien, merci Emmanuel d'avoir fait cette présentation. Je pense qu'on a pu brosser un petit peu le portrait. Voilà, dans les grandes largeurs, il y a encore beaucoup de choses à faire, à construire, mais je pense que on va repartir, en tout cas moi, avec des idées un petit peu plus claires. Donc voilà, c'était un bel exercice en un peu plus d'une heure, mais ça valait la peine. Merci. Désolé, oui, on a débordé, mais il y avait beaucoup de questions aussi et on n'a pas l'habitude de les sabrer. Donc voilà, merci encore une fois de plus à Laura Bauer-Dupuis et à Margot Espine pour aussi tout le travail qui a été fait en amont et pendant ce webinaire. Très bonne soirée à tous et à très bientôt.